Bonjour à toutes et à tous, ici Monsieur Marié pour votre continuité pédagogique en terminale spécialité, j'espère que vous allez très très bien et que vous avez passé d'agréables vacances, ainsi qu'un petit travail quand même pour ne pas perdre la main. Du coup aujourd'hui on va pas finir la partie chimie avec le chapitre 10, on le fera en présentiel, j'ai beaucoup de molécules à dessiner, j'ai pas trouvé de logiciel qui était vraiment adéquat et satisfaisant pour tout est dessiné facilement. Du coup on va finir le thème 2 auquel il restait un chapitre, donc sur la mécanique des fluides, hein. Et ce chapitre, du coup, si vous le numérotez depuis le tout début, il s'intitule, enfin c'est le numéro 14, et si vous numérotez par partie, c'est le numéro 4 de la partie 2, qui s'intitule du coup Mouvement et interaction. Et ce chapitre, c'est modélisation de l'écoulement d'un fluide. Cette partie qu'on va terminer par ce chapitre je vais le découper en trois vidéos qui vont expliquer chacune des choses qui sont assez nouvelles pour vous. Et on va intercaler ces vidéos par des exercices parce que avec ce système de distanciel, du coup, les contrôles, c'est beaucoup plus compliqué de les faire. C'est un gain de temps qu'on a. Et donc, du coup, ce temps, je vais le réinvestir afin de pouvoir diviser en maximum de vidéos euh, votre compréhension et votre apprentissage de ce chapitre et des suivants. Sur ce, cette vidéo exceptionnellement, ce chapitre pardon, exceptionnellement sera divisé en trois vidéos. Et sur ces trois vidéos, du coup, je vous expliquerai tout d'abord la poussée d'Archimède qu'on va voir aujourd'hui. Demain, on verra tout ce qui est modèle de la particule fluide. Et enfin, on verra les lois d'écoulement, comme la loi de Bernoulli ou de Venturi. Donc en trois vidéos intercalées de petits exos que je corrigerai en une seule vidéo finale à la fin. Sur ce, chapitre 4 du thème 2, ou chapitre 14 de la progression globale, modélisation de l'écoulement d'un fluide. Voici votre titre. Et grand 1, poussée d'Archimède. La poussée d'Archimède, du coup, c'est quelque chose que vous avez sans doute entendu déjà parler, et qui, des fois, occasionne des erreurs de conception de pensée dans votre tête, et donc ce serait bien que j'accorde l'entièreté de cette vidéo à l'explication de cette force. La poussée d'Archimède, en gros, c'est ce qu'on appelle la résultante de toutes les forces de pression fluide exercées sur un corps qui est immergé dans un fluide bien précis, bien considéré. Exemple, si vous plongez dans l'eau, eh bien vous savez que l'eau en fait va exercer une pression sur vous. Ça c'est indéniable. Et plus vous allez profondément et plus la pression est énorme. Ça vient du fait, du coup, que quand vous êtes dans un fluide, eh bien, ce fluide, en fait, en vous immergeant dedans, vous allez déplacer des particules et vous allez les faire monter en altitude. Et bien, du coup, en fait, ces particules vont chercher à retrouver leur place et plus vous enfoncez profondément, plus l'eau va être vraiment, comment dire, un peu, non pas comprimée, mais va être soumise à des forces qui sont de plus en plus importantes, et donc du coup déplacer de l'eau pour vous y mettre à sa place, eh bien, va occasionner pas mal de pression, et ces forces de pression, du coup, ne se résument pas forcément à une force qui monte, comme la poussée d'Archimède est souvent représentée, comme je l'ai représenté sur le schéma avec le bateau tout en bas, mais il faut savoir que les forces de pression fluide sont vraiment dans toutes les directions de l'espace. Vous avez vraiment des forces de pression fluide qui viennent de la gauche, de la droite, d'en bas, d'en haut, etc., etc. Chaque particule en fait que vous avez déplacée par un point de votre corps est donc soumis à des forces de pression fluide. Donc ça veut dire que vous en avez vraiment dans tous les sens. Donc il n'y a pas seulement une force qui monte. Par contre, la résultante de toutes ces forces, c'est ce qu'on va appeler ensuite communément la poussée d'Archimède. Pour un fluide qui est donc à l'équilibre dans un champ de pesanteur constant, ça veut dire qu'on va prendre une altitude, une profondeur plutôt ici. L'altitude c'est au-dessus du niveau de la mer, donc là, vu qu'on se met en dessous de l'eau, on va parler de profondeur cette fois-ci. Plus on se met à une profondeur du coup qui va être forte, plus vous avez une force de gravité qui va être importante. Ça, normalement, vous le savez. Vous savez que la force de gravité est une loi en 1 sur d carré, et plus le d est important, plus la force du coup est faible. Vu qu'on va en profondeur, le d va être de moins en moins important et donc plus la force d'attraction terrestre va être forte. Donc vous savez que si vous voulez considérer quelque chose qui est très 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 grand
et qui va être séparé par des couches océaniques bien distinctes, ben forcément, pour un même solide, on ne va pas pouvoir parler d'un champ de pesanteur constant. Cependant, si on prend un être humain, normalement, il fait pas enfin, il fait pas beaucoup plus de 2 mètres pour les plus grands d'entre nous, ce qui du coup ne correspond pas à la classe, hein, nous sommes tous en dessous des 2 mètres. Il est très peu probable que vous ayez une différence de gravité importante, du coup, euh, qui est sur vos pieds par rapport à votre tête ou inversement. C'est-à-dire que l'ensemble de votre corps va être soumis à la même gravité parce que localement situé au même endroit. Donc sur ce plan-là, il n'y a pas de problème. Si vous êtes du coup sur un fluide, enfin si vous êtes en train de considérer un fluide dans un champ de pesanteur uniforme, et ce fluide étant à l'équilibre, alors il n'y a pas de mouvement. Le fluide, s'il est en mouvement, alors il n'est pas à l'équilibre. S'il est immobile, alors il est à l'équilibre. Voilà, tout ce qu'il faut retenir. Si on se place du coup dans un référentiel qui est galiléen, et en considérant le système un volume non infini, donc du coup un volume bien précis de ce fluide, qui n'est pas nécessairement homogène, on peut avoir du coup euh, des positions, des formes, une température, une densité qui peut varier. Mais les forces qui vont s'exercer sur n'importe quel volume fini d'un fluide vont être au nombre de 2. Ça va être à chaque fois les forces de pression, la résultante des forces de pression, qu'on va nommer du coup pi majuscule. Pi majuscule, ça ressemble à pi minuscule. C'est juste qu'il n'y a pas une vague au-dessus, c'est tout droit. Voilà, et c'est plus grand aussi. Et la deuxième chose, c'est le poids. Voilà. C'est dans un référentiel galiléen, euh, voilà, donc comme la Terre par exemple. On va assigner la Terre comme enfin, le référentiel terrestre comme un référentiel galiléen. Et bien du coup votre volume fini de fluide qui est au repos, et bien, est soumis à son poids et à toutes les forces de pression de fluide. C'est-à-dire que n'importe quelle molécule d'eau, par exemple, on prend une cuve avec de l'eau, et bien n'importe quelle particule d'eau, n'importe quelle molécule d'eau va subir des forces de pression dans tous les sens. Ok. Et en plus de tout ça, va subir son poids. Si on met ça pour toutes les molécules d'eau, et bien du coup vous avez plein de forces de pression fluide dans tous les sens, hein, c'est un casse-tête incroyable. Mais ces forces de pression fluide sont, euh, sont résumées sous le terme de résultante, et cette résultante, du coup, est l'une des deux seules forces qui sont exercées sur ce fluide avec le poids. Vu que ce fluide, on a dit qu'il était immobile dans un référentiel galiléen, eh bien, on peut dire, d'après la première loi de Newton, que les deux forces se contrebalancent, s'équilibrent. Ça veut dire que P plus pi, normalement en termes de vecteur, est égal au vecteur nul. Ça, il faut bien l'avoir en tête. Si pour n'importe quel corps, qu'il soit solide ou fluide, s'il n'y a pas de mouvement, s'il y a immobilité, alors la somme des forces qui s'appliquent sur ce fluide, sur ce solide, est nulle. Ça veut dire que du coup, s'il n'y a que deux forces, P d'un côté et pi de l'autre, alors en termes de vecteur, la somme des deux est égale au vecteur nul. Et vous l'avez ici de représenter pour le bateau. Le bateau, ici, toutes les forces de pression fluide, bah, il y en a au niveau de la coque, au niveau de la séparation mer-air. Toutes les forces vont horizontalement, et puis dès que vous allez vers l'en dessous de la coque, et plus les forces vont vers le haut, et si on fait la moyenne de toutes ces flèches, tous ces vecteurs, de toutes ces pressions fluides, et bien la résultante est bien vers le haut, et si on prend le poids du bateau, et bien elle vient vers le bas, et vu que le bateau flotte et est immobile, bah, les deux se contrebalancent, comme décrit dans la première loi de Newton. Pour tout objet qui occupe le volume V, quelle que soit sa nature, eh bien en l'absence de mouvement, la pression dans le fluide est la même que lorsque l'objet est remplacé par un fluide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends un cube, n'importe lequel, et que je l'immerge dans, dans une enceinte remplie d'eau, ou remplie d'un fluide ou d'un liquide, je ne sais rien, eh bien le cube va ressentir, si vous voulez, des forces de pression. Il va avoir des forces de pression qui vont s'exercer sur le cube. Eh bien, si je remplace ce cube par un fluide, ok,
dont le volume est le même. Et bien du coup, la force de pression qui va s'exercer, les forces de pression qui vont s'exercer, pardon, euh, sur cet objet vont être exactement les mêmes que si vous l'avez remplacé par un fluide. Et ça, c'est assez incroyable, mais c'est vrai. La résultante des forces de pression sur un corps dans un fluide s'écrit donc résultante des forces, pi, est égale à moins p du fluide déplacé. Du coup, prenons une cuve remplie à ras-bord. Ok, remplie à ras-bord. Vous prenez un objet, n'importe lequel, et vous le faites immerger dans cette cuve. Et bien du coup, le fait d'immerger un objet dans une cuve qui est remplie à ras-bord va la faire déborder. Ça, normalement, vous l'avez. Prenez un verre d'eau, mettez un glaçon dedans, normalement, il y a du liquide qui sort du verre parce qu'il était rempli à ras-bord et qu'il ne peut pas accepter un nouveau volume supplémentaire. Et bien, si vous récupérez le fluide qui a été, du coup, mis hors de la cuve par effet de débordement, et que vous mesurez le poids de ce fluide qui a du coup été déplacé, et bien la force du poids de ce fluide ainsi récupéré est exactement identique en termes de normes, sinon il faut mettre un moins en termes de vecteur, est exactement identique à à la résultante des forces des pressions fluides qui sont exercées sur votre objet immergé en ce moment même. Voilà. Donc en gros, vous vous mettez, je sais pas, dans un bain. Le bain était rempli à ras-bord. Vous avez fait déborder, je sais pas, 1 litre. Et bien du coup, si vous avez fait déborder 1 litre, c'est peu 1 litre, hein, c'est beaucoup plus normalement. C'est pour l'exemple. Mais vous êtes dans votre bain, vous avez fait déplacer 1 litre. Et bien la force appelée résultante des pressions fluides qui s'exerce en ce moment même sur votre corps est exactement égale au poids du litre d'eau que vous avez fait déborder. Voilà, c'est aussi simple que ça. Dans le cas où le corps est intégralement immergé dans un fluide de masse volumique uniforme, eh bien votre résultante des forces de pression fluide, qu'on va appeler poussée d'Archimède plus tard, même maintenant, eh bien cette poussée d'Archimède va être égale à moins, parce que c'est en fonction des vecteurs, sinon en norme c'est sans le moins. Donc du coup, le vecteur résultante des forces va être égal à moins la masse volumique de votre fluide fois le volume de l'objet que vous avez immergé. Si c'est vous, c'est votre volume, fois la constante de gravité terrestre en termes de vecteur, donc l'accélération de la pesanteur. Vu que Archimède est toujours opposé en termes de direction, en termes de sens, à votre poids, donc à votre intensité de la pesanteur. Si on part en termes de normes à ce moment-là, pi, poussée d'Archimède, c'est exactement égal à ρ VG, et ça c'est une formule que vous avez peut-être déjà entendue. Rho VG, c'est quelque chose qui se retient bien. En termes de normes, je vous conseille de le retenir en termes de normes plutôt, parce que la formule est très parlante, c'est quelque chose dont je me souviens depuis ma terminale. Pi est égal à ρ VG, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Par contre, il faut savoir que ρ, c'est la masse volumique du fluide, et V, c'est le volume de l'objet qui est immergé, fois G, la constante de gravitation terrestre. Si vous le mettez en termes de vecteur, vous savez que normalement la poussée Archimède c'est vers le haut, alors que la gravité c'est vers le bas. Donc du coup, vous mettez les vecteurs sur pi et sur g. Par contre, il faut mettre un moins devant votre expression. Vous savez désormais tout du coup sur la poussée d'Archimède. Je vous laisse avec un exercice applicatif. Ça, vous le mettez dans le cours. Et vous allez étudier deux situations. Celle d'un poisson de volume 500 cm3 immergé dans de l'eau de mer et de masse volumique égale à ρ égale à 1,05 kg par litre, et d'un iceberg de volume 1 fois 10 puissance 8 mètres cubes. Attention, il y a une erreur ici. 1 fois 10 puissance 8 mètres cubes, dont la proportion de volume sous la surface de l'eau est égale à 90 degrés. Comme quoi que l'iceberg, la plus grosse partie, est toujours immergée.
Calculez les valeurs des poussées d'Archimède dans les deux situations et pour l'iceberg, comparez l'action de l'air et l'action de l'eau. Voilà. Sachant que la masse volumique de l'air, vous l'avez, normalement depuis la seconde. Si vous ne l'avez pas, eh bien, vous allez voir sur la playlist seconde et vous allez chercher l'information. Cet exercice est à faire du coup pour demain. Normalement, c'est un gramme par litre. Hein. Voilà. Ensuite, on fera du coup écoulement des fluides, mais là, je mettrai la correction que je n'ai pas encore éditée. Donc du coup, pas de chance. Vous l'aurez demain. Et pour demain, vous aurez aussi à faire les numéros 11, page 329 et 18, page 330. Ils sont très très courts. Ils sont dans le même style de l'application que je vous ai donné. Je vous demande juste de faire un effort de rédaction et un effort de compréhension sur ce que vous faites. C'est super important que vous les fassiez dès maintenant pour demain, sachant que je ne contrôlerai pas, mais c'est pour vous. Si vous faites tout d'un coup, vous ne comprendrez rien, vous allez tout mélanger. Si je divise ce chapitre en 3, c'est pas parce que j'ai envie de meubler toute mon année et qu'il me reste du temps, c'est surtout parce que ce chapitre-là est très compliqué. La mécanique des fluides, c'est quelque chose que si vous en parlez à un étudiant en troisième année, il vous dira, comme la mécanique quantique, plus jamais. Donc du coup, faites ça bien, tant que c'est encore simple, et prévoyez du coup du Doliprane pour la prochaine fois. Sur ce, je vous laisse, à demain pour la deuxième partie de la vidéo, et travaillez bien du coup ces exercices qu'on corrigera dans la vidéo finale la semaine prochaine, ou en présentiel aussi. Voilà, sur ce, bon travail.